Bilan lecture du mois de février 2018, une chouquette d'or, 2 coups de cœur et 5 bons thrillers. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, bilan lecture du mois de février 2018, plus de sympa, une chouquette d'or, 2 coups de cœur et 5 bons thrillers. Le premier, la chouquette d'or, numéro 16. On l'a trouvé plutôt jolie, de Michel Bussy. Leili est la mère de 3 enfants, Alpha, Bambi et Tidiane. Mère célibataire, elle vit dans un petit appartement et travaille d'arrache-pied pour que ses mômes ne manquent de rien. Elle a établi un cérémonial qu'elle a su imposer à tout son petit monde. Chaque soir, à 19h30, ils se retrouvent autour de la table familiale pour manger ensemble. C'est une règle absolue. Elle court après les courses pour arriver à l'heure chaque jour. Et c'est une lutte. C'est une famille profondément unie, mais qui cache un secret. À travers le récit de Leili, elle déroule le fil de sa vie. Elle raconte les moments forts, les drames et son parcours, cauchemardesque pour arriver en France. L'autre partie de l'histoire, c'est un homme que l'on retrouve assassiné dans une chambre d'hôtel, les poignets tranchés. Les policiers chargés de l'affaire, Peter Velika et Julio Flores, enquêtent. Rapidement, ils trouvent une image de la femme ayant entraîné l'homme dans la chambre, mais elle est méconnaissable. En fouillant le profil Facebook de la victime, les policiers comprennent comment la jeune femme a réussi à accrocher la victime, puis à l'entraîner dans cette chambre d'hôtel. Malgré des recherches tous azimuts, ils ne trouvent rien. Pas l'ombre d'un indice leur donnant un nom. Un deuxième mort est retrouvé dans une autre chambre d'hôtel. À part le mode opératoire et leur exécution, ils n'ont rien en commun. Qu'est-ce qui pourrait les relier? Plus l'enquête avance, plus on se rend compte que les hommes assassinés et la famille de Leili Mal sont entremêlés. Le récit de Leili nous raconte les actes vécus et nous plonge dans une vie incroyable. À aucun moment, Leili ne vit dans le passé, dans la revanche, toujours se relever et aller de l'avant, pour elle, ses enfants, et la vie à laquelle elle aspire. Michel Bussy est l'un des auteurs les plus doués de sa génération. Chacune de ses enquêtes est un enchevêtrement d'histoires qui se croisent, s'entrecroisent, jusqu'au moment où il décide de les réunir. L'horloger du polar règle son écriture avec une justesse et retombe sur ses pattes à chaque fois. Des romans que j'ai lus de lui, on l'a trouvé plutôt joli. Le dernier, en date, est probablement le meilleur. Des twists multiples, des personnages bouleversants qui vous emportent vers des contrées et des situations aussi multiples que complexes. Ces personnages sont tellement réalistes et humains qu'ils nous touchent et nous embarquent dans leur histoire de vie. Ils nous manipulent en nous accrochant aux histoires et comme un prestidigitateur nous trompe avec talent. Chaque situation est manœuvrée par l'auteur. Les rouages de l'horloger tournent avec minutie en nous entraînant à sa suite pour mieux nous tromper. Bussy s'attaque à un sujet brûlant. Il fait découvrir des parcours traversés par des hommes, des femmes et des enfants qui décident de quitter leur pays. Bussy invente une femme et construit sa vie. À travers les récits de Leili, on découvre des moments forts et bouleversants. Il montre une réalité que peu connaissent ou veulent connaître. Une histoire forte, brillante et redoutablement efficace, à dévorer comme les chouettes. Le sauveteur de touristes d'Éric Lange. Tom Harlem est au bout du rouleau. Après avoir passé des années à parcourir le monde dans tous les sens, à la recherche d'images de conflits, tous plus sanglants les uns que les autres, mais le jour où il couvre celui de trop. Il rentre en France après avoir assisté à un attentat. Ses oreilles sifflent encore et son esprit est sans dessus-dessous. L'adrénaline l'a quitté. Son corps tremble de partout. Dans l'immeuble high-tech qui abrite la chaîne, Tom Harlem croise l'un de ses patrons, habillé avec un costume sur mesure, sourire ultra bright, qui lui serre la main en le couvrant de louanges, ce qui le ramène à la réalité. Un mot de trop. Tom dégoupille. Il ferme son poing et l'écrase sur le nez du dit patron. Crac! Dès le lendemain, il est renvoyé avec perte et fracas, avec interdiction de proposer ses services dans un organisme de presse. La chute est dure, les jours passent, sa déprime prend de plus en plus de place. Sa déchéance sociale devient cruelle. Alors qu'il est au plus bas, il est contacté par un cabinet d'avocats. Face à lui, la patronne du cabinet, tout autour de lui, luxe, chic, discret. Elle lui demande de retrouver sa nièce Émilie. Celle-ci a disparu en Thaïlande. Avec les contacts qu'il a développés au fil de sa carrière, il a un réseau important dans la plupart des grandes villes du monde. Il devient enquêteur, un métier proche de celui qu'il avait avant. Il se trouve entraîné de New York à Bangkok, de Goa à Tanger. D'avion en avion, il suit les traces d'Émilie. À travers ses yeux,
On découvre des mégapoles où le flot de touristes a bouleversé la donne. Des millions de personnes qui traversent les frontières et se mêlent aux autres avec plus ou moins de réussite. Des cultures très différentes, des pays différents, des climats différents, et malgré tout, des rencontres de peuples, en grande majorité, plutôt réussies. C'est aussi l'histoire d'un siècle où la technologie est en train de bouleverser en profondeur nos sociétés, nos idéaux, ainsi que nos idées. Une histoire d'aventure, d'action, de voyage et de découverte pleine de rebondissements. L'auteur ne nous laisse aucun repos. Des actions et des rebondissements en pagaille qui nous projettent dans un récit plein de mystères et de dangers. L'auteur développe un concept intéressant ou une époque où l'intelligence artificielle est autant travaillée et autant crainte. Par la même occasion, nous découvrons des pays et des villes avec des styles très différents les uns des autres. Une histoire pleine de tensions, dure par moments, qui nous oblige à une certaine réflexion sur l'avenir. L'assassin qui révèle une place au paradis de Jonas Johansson. Dédé le meurtrier est très efficace dans son travail, mais a tendance à se faire arrêter un peu trop facilement à son goût. 30 ans de prison, c'est long. Alors, quand il sort, il est bien décidé à ne pas y retourner. Seulement, il faut manger. Et ses anciens employeurs ont tendance à le lancer. En même temps, il sait bien secouer le bonhomme. Casser un ou deux bras, s'attaquer aux genoux. En plus, il a marché. La bureaucratie locale apprend que Dédé le meurtrier est partant pour ce type de mission. Il le paie en conséquence. Dédé n'est pas difficile. Disons qu'il peut dormir au sec, remplir son assiette et boire du rouge. Il n'est pas regardant. Il s'applique dans ses différentes missions avec un certain talent. Vient un jour, il rencontre Père Personne, réceptionniste dans un hôtel miteux. Père Personne est désabusé, en colère contre la terre entière et n'a pas un sou en poche. Voilà qu'un jour, il rencontre Johanna Kielander, un pasteur défroqué qui essaie de lui vendre une bénédiction. L'un comme l'autre, étant très en colère contre tout le monde, un certain lien se crée. Père Personne veut réussir pour se venger de la vie qui lui a tout pris et est prêt à tout pour récupérer ce qui lui revient de droit. Une idée germe dans son esprit. Il connaît des meurtriers et ses petits travaux manuels. Avec l'aide de Johanna, ils s'associent tous les trois et montent une petite entreprise de bottage de fesses. Père Personne et Johanna donnent un prix pour chaque travail. Ils découvrent à cette occasion que Dédé a très bonne réputation dans le milieu et que le nombre d'individus capables de recourir à ses services est colossal. Mais voilà que Dédé le meurtrier a une crise existentielle. Il se met à parler de Dieu et tout ce qu'il faudrait faire pour rester dans le droit chemin. Johanna y voit une ouverture. Dans la famille de Johanna, ils deviennent pasteurs de père en fils, depuis des générations. Son arrivée a posé problème. Toute sa vie, son père lui a fait payer de faire être une femme. Y voyant une franche injustice, elle a réglé le problème une fois pour toutes. Tout en faisant des études de théologie, elle a décidé de ne pas y croire. Du coup, quand Dédé se met dans la tête d'arrêter les violences, il faut trouver une solution pour continuer à remplir les valises de sous. À force de se fréquenter, Père Personne et Johanna sont rapprochés l'un de l'autre. À eux deux, ils vont organiser une folie tellement énorme que ça a passé. Chacun sa spécialité. Père Personne dans la publicité numérique, Johanna dans le raccourci théologique. Franchement, là, il faut s'accrocher. Jonas Johansson fait partie de cette génération d'auteurs nordiques capables d'imaginer des personnages et des situations complètement loufoques. Ils ne se mettent aucune barrière et se lâchent complètement. Chaque personnage est parfaitement présenté tout en déroulant une histoire aussi féroce que pleine d'humour. Une satire sur l'humain et un sourire plein de crocs. Des chapitres courts, plein de rythme, qui font défiler l'histoire extrêmement vite. Un récit dans lequel on rentre facilement du moment que l'on accepte les personnages et leurs douces dingueries. L'auteur se moque gentiment des personnes prêtes à tout pour suivre le premier venu à partir du moment qu'ils communiquent. Une taquinerie féroce, une société hyper connectée qui a tendance à suivre la foule sans trop se poser de questions. Un livre à dévorer donc, comme des chouquettes, sans modération. Un sac de Solène Bakowski. Gros coup de cœur du tracker. En pleine nuit, Anne-Marie Caravelle a parcouru à pied les rues de Paris. Elle s'est arrêtée, à cet instant précis, là. Elle se trouve où elle le désire. La façade du Panthéon se dresse devant elle, pleine de majesté, tout en dégageant le respect de ceux qui sont couchés pour l'éternité. Elle fixe l'édifice stoïque, le corps tendu comme un arc, le cœur battant la chamade. C'est la fin de son parcours, l'aboutissement de tout ce qu'elle a vécu en amont. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant, tout son parcours, tout ce qu'elle a vécu, fait et ressenti, tous ces instants qui ont traversé sa vie, tout se rejoint maintenant.
contre son corps, elle serre entre ses bras un sac contre sa poitrine, comme un objet précieux entre les serres d'un aigle. Son regard brûle d'intensité devant l'édifice. En regardant le bâtiment public, les souvenirs affluent. Tout lui revient, son histoire, ses rencontres, tout ce qui a fait qu'elle se trouve ici, cette nuit, à cet endroit précis. Et là, les enfants, on s'embarque dans une histoire absolument incroyable. Il était une fois, alors qu'elle se trouve encore dans la matrice protectrice de celle qui lui donnera jour. Sa mère, Élise Carabel, est profondément amoureuse de son mari. Tout va pour le mieux, sans compter qu'elle vient de se rendre compte qu'elle porte le fruit de leur amour dans ses entrailles. Son mari suicidé, la jeune femme s'effondre. Tout disparaît, son soleil s'est éteint. Élise se ferme au monde. Enfoncée dans un profond mutisme, elle ne bouge ni ne parle. Elle se laisse sombrer en attendant la dernière délivrance. Monique Bonneuil est une voisine bien agréable, toujours tirée à 4 épingles et prête à tout pour tout le monde. Elle vit seule, et cette solitude lui pèse. Presque naturellement, Monique entraîne Élise dans son appartement et tente de la tirer de sa léthargie. Au bout de quelques semaines, les premiers signes de grossesse apparaissent. Bien que consciente, Élise décide de ne rien donner à Monique. Les gestes de celle-ci, autrefois doux, deviennent plus durs, voire brutaux. L'arrondi du ventre transforme leur relation. Monique choisit l'enfant aux dépens de l'enveloppe. Les jours passent. Les premières contractions apparaissent. Monique entraîne Élise dans la salle de bain et la glisse dans la baignoire. L'accouchement se passe bien. Le bébé est une fille. Elle la nomme Anne-Marie. Le bébé se porte bien, mais il est marqué par une particularité. Monique se débrouille pour se débarrasser de la mère et garde la fille. Elle ferme les persiennes et les rideaux. L'appartement devient sombre. Ainsi commence la vie d'Anne-Marie. Dans le clair-obscur, elle grandit. À 13 ans, elle se rebelle et les premières frictions apparaissent. Les premières pulsions aussi. Première ligne jaune, premier dépassement. Elle dégoupille, elle assassine Monique et s'enfuit. Pour la première fois, elle est dehors, libre. Elle s'enivre de cette nouvelle liberté, respire l'air à plein poumon. Elle peut enfin partir à la découverte de ce qu'elle a rêvé, fantasmé. L'extérieur devient son nouvel univers, et il est sans fin. Un peu par hasard, elle rencontre un jeune SDF qu'elle trouve magnifique. Grâce à lui, elle apprend les codes de la rue, mais aussi sa dureté. Malgré cela, à ses côtés, elle passe ses plus belles années. Deuxième ligne jaune, un troisième larron vient déséquilibrer leur duo. Sa vie bascule. Un roman noir, très noir, qui nous attrape dès le début. Solène Bakowski raconte la vie d'Anne-Marie Caravel en déroulant une vie et des rencontres qui vont la façonner. Chacun va y transmettre une partie de ce qu'elle est. Une vie atypique, en plein milieu d'un monde normal. La réaction de monsieur et madame, tout le monde, poussés dans leur retranchement. Anne-Marie, elle, continue à avancer, remplie de volonté propre. Quoi qu'elle arrive, elle avance, cale sa vie sur la règle à suivre. Bien qu'elle subisse des faits d'une noirceur extrême, elle se débrouille toujours pour avoir la tête hors de l'eau et ressortir le meilleur pour elle. Les dernières lignes classent une histoire noire d'encre où l'on croise des destins déchirés, tristes, parfois terrifiants. Et malgré tout, l'auteur arrive à montrer des moments de bonheur intenses, malgré les situations tragiques, à dévorer, comme les chouquettes, sans modération. Au-dessus de tout soupçon de Declan Hughes. Qui n'a jamais pensé à ça? Et si un jour, toute votre vie disparaissait? Ça fait les niquettes, hein? C'est ce que vit Claire Brogan. Une semaine d'absence, à se lâcher un peu trop, puis elle rentre fissa dans ses pénates, et là, boups. Une maison quasiment vide, quelques photos, mais à part ça, rien, nib, walou, que dalle. Elle passe de pièce en pièce, et il n'y a plus rien. Peu de mari, peu de môme, peu de meubles. Effrayée, elle sort dans le jardin et sent sous ses pieds une forme molle et poilue. Son chien, il a été mutilé, tué. D'un coup, il prend peur. Le signal, censé la rassurer, qu'elle semble avoir vu dans la maison, n'est peut-être pas ce qu'elle croit. Mais que s'est-il passé? On entre avec force et fracas dans la vie de la famille des Brogan. Et on va aller de surprise en surprise, tout en nous faisant balader. Il y a une semaine, la famille avait réuni les amis pour Halloween et organisé le dernier barbecue de la saison. À part un triste cire venu pointer le bout de son nez pour parler à Dany, rien à signaler. En même temps, elle était seulement pressée de partir et n'a pas nécessairement prêté attention à la soirée en question. L'idée de passer une semaine hors de sa vie l'appelait. Une semaine à Chicago, renouer avec des vieilles connaissances et oublier ses tracas quotidiens.
titiller ses vieux rêves, renifler le doux parfum entêtant de son passé de bohème et de ses rêves de saltimbanque. Une semaine où elle retrouve les années passées et une semaine à se lâcher. Ce qui s'est passé à Chicago reste à Chicago. De toute façon, elle n'a qu'une hâte, retrouver sa maison, son mari et ses adorables filles. Et là, patatras. Danny et Claire Brogan ont une vie plutôt tranquille. Ils ne manquent de rien, sans pour autant rouler sur l'or. Ils ont deux adorables filles et vivent dans une belle maison du Wisconsin. Une vie plutôt heureuse, mais peut-être un peu trop plampant pour Claire. D'où son petit voyage à Chicago. Alors que Claire réalise ce qui arrive, elle décide d'appeler toutes les personnes qui pourraient l'aider à retrouver sa famille. Sa belle-sœur, sa meilleure amie, personne n'est capable de lui donner le moindre renseignement. Elle finit par joindre la police. Celle-ci arrive et commence à poser des questions. Alors que Claire parle du cadavre de leur chien, elle les entraîne sur place. À la place du chien, ils découvrent le cadavre d'un homme. Claire le reconnaît. C'est l'homme que Danny avait rencontré le soir du barbecue. De l'autre côté, on suit Danny en quête de réponse. Il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. Leur vie qu'il a réussi à maintenir sur les rails vient d'exploser en mille morceaux. Tout ce qu'il avait réussi à construire s'est effondré, délité, et ne reviendra pas. Ce qu'il veut maintenant, c'est des réponses. Depuis l'âge de 11 ans, sa vie oscille entre le présent, le passé, l'envie de vivre heureux et le terrible passé qui écrase ses épaules et hante ses nuits. Quelque chose de nouveau est arrivé. Le livre de Ralph. Il commence en 1976 et raconte tout. Comment une blague d'enfant a pu se transformer à ce point en catastrophe absolue. Comment une vengeance d'enfant a pu entraîner la mort de plusieurs personnes. Comment des regards d'enfants effrayés ont observé avec terreur 4 formes mouvantes danser devant le feu avant que celui-ci ne les atteigne pour s'en nourrir avant de s'éteindre. Ce récit donne les informations à Danny qu'il n'avait pas. Il doit aller voir ses amis pour obtenir des réponses. Ils ne sont que 4 à savoir ce qui s'est passé à travers ce soir-là. Et maintenant, il y a un récit de Ralph. L'histoire doit se terminer. De son côté, Claire décide de partir sur les traces de Danny et de ses filles. Ellie de dit, une amie aussi dingo que passionnée, Claire part à leur recherche. Il se pourrait que son mari, qu'elle croyait plan-plan, ne le soit pas tout à fait. Son passé, ça me trouble. Un secret qui hante Danny depuis 35 ans et qui empoisonne leur vie. Ce même secret qui semble responsable de toutes les horreurs qui leur tombent dessus. Un début un petit peu lent, avec des personnages un peu plats, qui donnent l'impression à tort que l'histoire va être standard. L'auteur s'amuse à donner de fausses impressions sur les personnages pour mieux nous leurrer. Il étoffe petit à petit les personnages et son histoire. Celle-ci fait des allers-retours dans le passé pour donner des clés du présent. Il étoffe son histoire d'un point de vue des différents protagonistes, ce qui donne des morceaux de vie qu'il imbrique les uns avec les autres pour donner corps à une intrigue parfaitement menée. Personnellement, je me suis fait balader. Une excellente intrigue, des rebondissements en pagaille, des retournements de situation et un suspense maintenu jusqu'à toute dernière ligne. Un livre à dévorer. Le Codex de Douglas Preston. Un Indiana Jones en version moderne. Douglas Preston nous entraîne dans une aventure absolument incroyable en pleine jungle du Honduras où tous les protagonistes devront se méfier autant des hommes que des bêtes, tous plus dangereux les uns que les autres. Ils sont 3 frères réunis devant la porte de la maison de leur père. Le patriarche les a convoqués par courrier. Bien que liés par le sang, on ne peut faire plus dissemblable que ces 3-là. Quelques mois plus tôt, leur père leur a appris qu'il avait un cancer. Malgré les meilleurs traitements, il ne se sortira pas. Peut-être veut-il régler ses affaires avant de mourir. L'aîné, Philippe, plein de morgue et de suffisance, est habillé en dandy. Il sortit sur place. Il semble nerveux, agacé. Une coupe de cheveux, chic et choc. Juste ce qu'il faut pour montrer une certaine appartenance. Vernon, lui, ressemble à Jésus. Cheveux longs, barbe fournie et habillé comme dans son ashram où il séjourne. Reste Tom, habillé comme un cow-boy. Il vit dans ses montagnes et soigne ses chevaux de la réserve indienne. Il se regarde en chien de faïence, quelques mots échangés, devant la porte de la maison. Quelques formules toutes faites, et puis plus rien. Tant d'années, réunis sous le même toit, aimés, instruits par le même homme, mais pour autant, rien qui les rapproche. Bien qu'ils aient sonné, personne ne répond. En regardant la porte de près, il la découvre ouverte. Quelque chose ne tourne pas rond. Le patriarche ne laisse jamais la porte ouverte. Et pour cause. Ils arrivent à pénétrer dans le sein des saints et sont saisis. Toutes les pièces de la collection Maxwell Broadbent ont disparu. Valeur estimée
500 millions de dollars. Pendant des années, leur père a parcouru la planète à la recherche de tombeaux, de tombes et de caches en tout genre pour acquérir les plus belles œuvres artistiques de la planète. Autodidacte, Maxwell Broadbent a dû se battre pour édifier sa fortune à force de ses bras et de son sang. Sans le sou, il s'est enfoncé des semaines durant dans la jungle du Honduras. C'est là que tout a commencé. Il en rapporta ses premières pièces qui lui permirent par la suite de financer d'autres expéditions. Ne respectant rien ni personne, il a fait fi des lois. Pas vu, pas pris. Mieux vaut demander pardon que permission. Homme entier, c'est un centaure, un ogre, puissant, on le voit et on l'entend où qu'il soit. Bien qu'il ait divorcé, c'est lui qui a décidé d'éduquer ses enfants. Comme dans toutes les choses qu'il entreprend, il a voulu tout apprendre et tout connaître des différents moyens d'éduquer et d'enseigner. Seulement, on ne peut pas être bon en tout. La nature même de cet homme fait qu'il écrase tout sur son passage. Dès qu'ils ont eu la possibilité de partir, chacun de ces garçons a fui le domicile paternel pour exister hors de l'ombre titanesque de leur patrimoine génétique. Pensant à un cambriolage, les fils appellent la police. Après avoir fait le tour de la maison et regardé chaque pièce, y compris le coffre-fort, le doute s'installe. Tout a été emporté avec soin. Il y avait du monde, et cela fait du bruit. Il est impossible qu'un groupe d'individus s'installe dans cette maison et la vide sans que personne ne voit rien. Reste une télé et un lecteur. Bingo. Les policiers appuient sur play. Bonjour du pays des morts. Ce sont les premiers mots du message du père. S'ensuit un discours qui parle de mérite, d'éducation, de tradition, mais surtout l'explication de la maison vide. La tradition des anciens était de s'enterrer avec leurs biens. Non que Maxwell Broadbent croit à un autre monde, mais il trouve la tradition à son goût. Sa décision est prise. Il va empaqueter toute sa collection d'art et s'enterrer quelque part sur la planète. S'ils veulent pouvoir bénéficier de ces œuvres d'art, ils vont devoir les rechercher ensemble. Passée la première surprise, les garçons laissent exploser leur colère. Les policiers quittent la maison. Vernon et Tom rentrent chez eux, tandis que Philippe fait appel à une vieille connaissance de son père pour l'aider dans sa recherche. Dans son ashram, Vernon se sent bien, mis à part le fait qu'il doit payer pour rester. Son héritage ne l'intéresse guère, mais son maître, lui, n'y est pas sensible. Tom, de son côté, poursuit son travail dans la réserve. Il aime son métier, le paysage qui l'entoure lui remplit les yeux et les poumons. Et voilà qu'une tornade débarque sur un cheval dans sa clinique. Sally Colorado. Après avoir tergiversé, elle lui parle du Codex Maya, une pièce que son père a volée dans une tombe. Genre volée. C'est un exemplaire unique qui référence toute la faune et la flore de la forêt équatoriale. Dans ce codex, chaque spécimen est référencé, ainsi que les qualités curatives de chaque espèce. Des possibilités médicinales gigantesques encore inexploitées. Quand Tom lui apprend que son père s'est enterré avec quelque part dans une tombe, ni deux, elle décide de partir à sa recherche. D'abord, pas emballé par l'idée, Tom se laisse infléchir par les beaux yeux de la dame. Très vite, ils apprennent que ses deux frères ont organisé une expédition. Ils découvrent, par la même occasion, que les deux policiers qui les avaient aidés lors de la découverte du cambriolage sont morts. Il semble que quelqu'un veuille mettre la main sur la collection et soit prêt à tout pour l'obtenir. Qui plus est, des laboratoires pharmaceutiques ont pris connaissance de l'existence du codex et ont payé pour l'avoir. Les règles ont changé. Ses frères courent un risque mortel. Tom décide d'accompagner Sally dans la jungle malveillante du Honduras. Un vrai roman d'aventure comme il y a peu. De l'action, doublé d'un thriller absolument incroyable. On est embarqué dans une équipée pleine de dangers où les balles et les flèches sifflent aux oreilles. On longe des rivières tourbillonnantes et bouillonnantes d'animaux en tout genre, tous plus dangereux les uns que les autres. Une végétation tellement épaisse qu'elle empêche le jour de passer. Un vrai roman d'aventure qui ne laisse pas de temps mort et qui nous entraîne dans une course contre la montre et contre la mort. Dr. Jones is back. À découvrir, colle les chouquettes sans modération. La disparue de Saint-Maur de Jean-Christophe Porte, coup de cœur du tracker. Saint-Maur, 1791, l'hiver est glacial, la pluie verglaçante recouvre les bois. Au loin, on entend le cours d'eau couler. À 16 heures, le ciel est bas. La nuit semble recouvrir tout sur son passage, comme pressé de recouvrir d'un voile noir tout ce qui est en train de se dérouler. Malgré le froid qui la glace, Anne-Louise Ferrière quitte l'endroit où elle a grandi. Elle connaît chaque pièce du manoir, y compris celle où tout a commencé. Celle de tous ses espoirs, ses rêves, ses passions et ses bonheurs intenses, aujourd'hui, déchirés, fracturés.
anéanti. Désormais, sa vie n'est plus la même. Ses rêves ont rejoint la réalité avec une brutalité froide et absurde d'une époque qui s'accroche à ses dogmes. Sa famille, prête à tous les sacrifices pour conserver ses acquis, reste la tristesse et la douleur qui s'écrasent sur ses épaules. Malgré tout, elle marche d'un pas vif, la tête couverte d'une capuche, afin d'éviter toute indiscrétion. Elle se dirige derrière le manoir. Pendant ce temps, Saint-Maur et ses habitants vivent leur vie et leur révolution. Almus Ferrière, elle, disparaît. À Paris, la révolution se poursuit, le peuple gronde et s'agite. La fuite du roi et son retour au château excitent la populace. Cerné de toutes parts, le roi tente malgré tout de garder un semblant de pouvoir. Et la fusillade du champ de Mars, le 17 juillet 1791, résonne encore dans les rues. On a tiré sur le peuple, sur sa nation. Ceux qui pensaient être libres ne le sont toujours pas. Le pouvoir a changé de main, mais le privilège reste. Et non change pas le principe. Une minorité tient les manettes et se remplit la panse. Certains membres de l'Assemblée constituante sont ouvertement corrompus. La chance, pourtant, permet à quelques hommes sans nom à particules de faire fortune pour peu qu'ils s'intègrent dans le maelstrom du nouveau monde. Les fortunes se font à une vitesse folle. Les hôtels particuliers poussent comme des champignons dans Paris. Mais là encore, les petites gens, invisibles, crèvent de faim. Poussés à bout, on se retrouve face à des fauves. Victor d'Autrive, lieutenant de la gendarmerie à Paris, est chargé par le colonel Hay d'enquêter sur disparue Anne-Louise Ferrière. Enfin, une première vraie mission. Officier de gendarmerie, d'Autrive est très jeune. Il n'a pas encore 20 ans. Il a déjà un parcours bien rempli. Précédemment, il a enquêté sur l'affaire du corps sans tête et l'affaire de l'homme à l'escarpin. Son instinct et son implication dans chacune des enquêtes font de lui un enquêteur hors norme. Acquis aux nouvelles idées, il n'en a pas moins oublié les autres. Il est profondément légaliste et humain. Ses méthodes et son intellect ont permis à des faquins d'être mis hors d'état de nuire. Son mentor, le marquis de Lafayette, l'a pris sous son aile et le protège d'un père despotique qui pourrait à tout moment faire jouer son pouvoir patriarcal, car d'Autrive n'est pas majeur. Déjà par le passé, il a essayé de l'enlever, il y a presque réussi. Après le massacre du Champ de Mars, Lafayette a quitté Paris. Victor se rend à cheval à Saint-Maur pour enquêter sur la disparition de la jeune femme. Le Grésil allait tremper les vêtements. Il est gelé. Ses vêtements sont lourds et pleins d'eau. La route et les bois qu'il traverse sont dangereux. Finalement, il arrive à bon port. Il trouve Agar, assesseur du juge de paix. Celui-ci le renseigne sur le petit village et lui donne quelques précieux renseignements sur la famille. Anne-Louise Ferrière est la fille aînée du baron de Méry-sur-Oise. La famille habite au manoir de Ménil, à la Varenne, près de Saint-Maur. Ça, c'est pour les Samouriens. Cadeau. Ce sont des sangs bleus qui n'ont plus les moyens nécessaires et qui luttent, comme ils peuvent, pour sauver les apparences. D'Autrive se rend au manoir pour commencer l'enquête. Il tombe sur une famille agressive qui refuse de lui ouvrir la porte et les conduit. Mandaté par son supérieur, Victor refuse le rejet. Il pénètre chez cette famille qui semble avoir décidé du sort de leur fille. Par ce temps, plusieurs jours dehors ne veulent dire qu'une chose. D'Autrive interroge la famille qui ne répond que contrainte et forcée. Tous veulent qu'il reparte à Paris et les oublie. La peur du qu'en dira-t-on. Tout son instinct lui hurle que cette histoire n'est pas qu'une simple histoire. Il se heurte toujours à cette famille, pour le moins étrange. Une jeune domestique lui demande de le retrouver derrière le manoir. Quand il la rejoint, il entend son cri et la voit disparaître dans les flots de la Marne, portée par le courant. Elle tente de garder la tête hors de l'eau. Elle lutte quelques instants, puis disparaît sous les eaux, sans que nul ne puisse intervenir à temps. Personne n'a rien vu, ni entendu. Victor sait que cette affaire va le hanter. Il poursuit son enquête et découvre qu'Anne-Louise Ferrière était fiancée avant que tout soit annulé 2 ou 3 ans plus tôt. Une sombre histoire de dot. Quelques temps plus tard, elle a séjourné quelques mois dans l'abbaye de Siercy-sur-le-Bel. À peine Victor arrivé sur place, il découvre un bâtiment sinistre. Il est en train de se vider de ses occupantes. Les biens de l'église sont tous en vente, presque. Un noble du coin a bien décidé de le racheter pour faire une affaire bien juteuse. Le noble en question semble d'ailleurs très pressé. En inspectant le bâtiment, Victor essuie un coup de feu qui lui manque de peu. Décidément, tout le monde semble vouloir oublier la mort d'Anne-Louise. Pas lui. On retrouve le corps d'Anne-Louise. On lui refuse l'accès. Par un tour de passe-passe, il arrive. Armé d'une feuille de papier et d'un crayon, il la dessine le plus justement, ainsi que ses blessures. Il sait maintenant qu'elle a été assassinée. Les formes des blessures
montre un coup porté à la tête. Dauterive doit retourner sur Paris. Son mentor est de retour et les idées plein la tête. Bien que respectueux, Victor n'est plus aussi naïf. Il sait ce qu'il doit à cet homme, mais c'est aussi qu'il a besoin de lui tant qu'il n'est pas majeur. Le fameux héros veut revenir dans la partie. Paris va élire son maire et Lafayette va en profiter pour s'en servir de tremplin. Son adversaire, Jérôme Petion, le devance de loin. Lafayette charge Victor de partir en Angleterre. Petion y est allé plusieurs fois. Il veut savoir pourquoi, histoire de pouvoir salir la réputation de celui que le peuple a applaudi tandis qu'il ramenait le roi à Paris. Salir celui que l'on appelle le vertueux. Telle est sa mission. Dauterive, ne parlant pas anglais, son maître lui enjoint son pire ennemi. Anne-Louis Charpier, ancien graveur, ancien commissaire de police, il est maintenant député et membre du comité de surveillance de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils quittent la France pour rejoindre la perfide Albion. Avant de partir, Victor se confie à Olympe de Gouges, amie et écrivaine, féministe, pleine d'audace et d'énergie. Elle refuse d'abandonner l'enquête, révoltée de voir que tout le monde abandonne la morte. Puisque personne ne prend le temps d'enquêter, elle va s'en charger. Un vrai coup de cœur du tracker. Deux histoires bien distinctes qui se rejoignent dans une fin aussi bouleversante que prenante. L'auteur nous plonge avec talent et un sens du rythme hors norme dans un moment crucial de notre pays. Il arrive à nous faire ressentir cette révolution qui durera 3 ans. 3 ans où tous les coups les plus tordus arrivent. Des hommes et des femmes s'engagent dans un bouleversement des paradigmes. Ceux qui ont tenu les rênes se retrouvent à la merci de tous. C'est la foire d'empoigne. Tout le monde veut sa chance, sa part. On suit ce jeune gendarme qui a une âme d'artiste et qui observe tout ce qui l'entoure d'un œil curieux, précis et plein de justice. Son sens d'observation nous permet de visualiser les rues, les routes, les campagnes. On ressent chaque situation, chaque action au plus profond de nous. Et cette Olympe de Gouges, femme engagée, qui avance, vaille que vaille. Dauterive nous montre les arcanes du pouvoir, mais aussi la vie de tous les invisibles, les transparents. On découvre toutes les strates, même les plus élevées. Dauterive refuse de profiter de ce qu'il n'a pas gagné de ses mains. Jean-Christophe Porte nous fait découvrir des moments capitaux de notre pays. Tout en étant précis, il nous entraîne dans les pas de personnages très représentatifs d'une époque. Ils ont connu l'avant, ils vivent l'après. Nous découvrons surtout une histoire très différente de celle que l'on connaît. Une reconstitution pleine de peps et des rencontres toutes plus passionnantes les unes que les autres. Un thriller historique qui nous attrape dès les premières lignes et ne nous lâche qu'à la fin. En plus, l'auteur est malin, en ajoutant 5 morts dans l'équation. Merci pour avoir fait découvrir ma ville comme jamais. Un sacré auteur pointe le bout de son nez, et vous savez quoi? C'est bon comme les chouquettes. Alors lisez-le. Juste après la vague, Sandrine Colette. Un volcan s'est effondré dans l'océan. Une gigantesque vague s'est formée et s'est précipitée sur les habitations. L'eau a tout emporté sur son passage. Maisons, humains, bêtes. Tout a été arraché, englouti, disloqué. 6 jours déjà que le monde a été bouleversé. 6 jours que l'eau a transformé le paysage. Ça et là, on observe des objets flottés, des bouts de bois, ou des corps gonflés par les gaz qui crèvent la surface et sont exposés au vent. Il n'y a que de l'eau à perte de vue. Sur une butte, une grande famille de 11 personnes tente de survivre après la charge saline. Pata le père, Maddy la mère, les 9 enfants, Liam et Mathéos les aînés, Louis, un garçon de 11 ans à la patte folle, Perrine, qui a un œil aveugle, Noé, 8 ans, qui fait plus petit que son âge, Émilie, 6 ans, Sidonie, 5 ans, l'autre 3 ans, il reste la petite Marion, 1 an. Louis est le seul à avoir vu l'énorme vague se former et arriver à une vitesse folle. Louis est le seul à avoir vu l'énorme vague se former et arriver à une vitesse folle. Pétrifié tout d'abord, il a couru ventre à terre vers la maison, fermant à triple tour la porte pour tenter de bloquer la gueule du monstre qui venait de leur direction. La nuit, il la revoit et l'entend se rapprocher de lui. Elle obscurcit le ciel et fait éclater toutes les vitres de la maison. C'est leur situation géographique qui les a sauvés. Cette fichue colline qu'ils devaient grimper après l'école et qui les exténuait. Cette pente qu'ils ont tant maudit a été leur salut. Elle leur a permis de se sauver de la vague. Face au déferlement de la nature, tout le monde s'est retrouvé près de vitesse. Ils ne sont vivants aujourd'hui que parce qu'ils étaient plus hauts. 6 jours où Pata a observé le niveau de l'eau en espérant qu'elle se retirerait. 6 jours que Maddy a organisé le rationnement.
Heureusement pour les aider, ils ont trouvé un petit îlot herbeux, pas encore recouvert par les flots, sur lequel ils ont trouvé des pommes de terre. Seulement l'eau ne se retire pas. Pire, en plaçant les repères, tout le monde se rend compte que l'eau monte. À ce rythme, elle va tout engloutir voracement. Il faut qu'ils partent pour les hautes terres. Ils doivent fuir pour tenter leur chance et sauver leur famille. Depuis l'événement, Pata remet en état la barque qui a été percée par les débris projetés par les flots. Le trajet jusqu'aux hautes terres sera long, 6 à 8 jours minimum. Il faudra ramer, ramer et encore ramer. Pata et Madi sont devant un choix impossible. Comment désigner les enfants que l'on va laisser sur une butte en sachant qu'elle sera recouverte d'eau à coup sûr avant qu'ils n'arrivent à bon port? Comment décider d'abandonner à une mort certaine certains de ses enfants? S'ils ne choisissent pas, toute la famille disparaîtra. Sandrine Colette est un auteur atypique qui aime jouer avec la force des éléments et des caractères et nous faire crincer les dents. On ne sort jamais de ses romans tout à fait comme avant. Elle malmène les organismes et les âmes. On se retrouve tout comaturé et plein de bleu partout. Elle ne met aucune barrière à son imagination. Elle s'affranchit de tous les ordres et principes pour laisser l'histoire se développer. L'auteur arrive toujours à sortir de son chapeau une situation extrême qu'elle tord dans tous les sens et développe en poussant chaque personnage jusqu'au bout du bout. Dans cette incroyable histoire, on découvre une famille heureuse, pleine d'enfants, de rire et de joie. Ils ont survécu à une catastrophe, mais se trouvent obligés de choisir parmi ce qu'il y a de plus cher. Colette varie de narrateur. Elle passe d'un personnage à l'autre. Elle nous permet de coller au plus près du réel pour nous donner un point de vue réfléchi sur les conséquences et les réactions primaires de chacun. Tous les personnages donnent leur point de vue et les raisons de certaines décisions. Madi refuse de trancher. Elle veut pouvoir l'embaucher au père. Le père, lui, qui n'a rien pu faire contre la vague, tente par tous les moyens de faire survivre sa famille. Laisser sur place certains et leur envoyer des secours, tout en sachant que, passé quelques jours, tout sera recouvert. Pata pense au voyage infernal qu'ils vont entamer. S'ils veulent réussir, le poids de ce que contient la barque est vital, mais pas que. Les personnes présentes dans l'embarcation auront toute leur importance pour les faire avancer. Sans moteur, c'est avec les rames qu'ils devront mener leur embarcation. L'auteur décrit un voyage contre les éléments et pour la survie. Elle décrit la force groupée d'une famille qui se bat pour survivre. On a aussi le point de vue de ceux qui restent et qui attendent les secours, tout en sachant que la mer monte inexorablement. Une vue à 360 degrés, une étendue d'eau à perte de vue, rien d'autre. L'impact du soleil sur la peau, la pluie qui s'infiltre partout et qui les glace, le vent les bouscule et secoue le bateau. L'air glacial de la nuit les encercle, aucun endroit où fuir, aucun endroit où se réfugier. Et cette barcasse sur laquelle ils ont réuni tout ce qu'ils pouvaient pour arriver aux terres. Que faire si les éléments se déchaînent? Rien qu'une étendue d'eau, rien d'autre à part des remords et de la culpabilité. C'est bon comme des chouquettes. C'est tout pour le mois de février. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, mangez des chouquettes. À bientôt. Salut.